Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes livres préférés de l'année 2024. J'arrive un petit peu après tout le monde, mais c'est parce que j'ai pas eu forcément le temps de filmer début janvier, mais de toute façon il est jamais trop tard pour parler de livres qu'on a adorés. Je vous souhaite tout d'abord à tous et à toutes une merveilleuse année 2025. J'espère qu'elle sera pleine de beaux projets, de belles aventures, de rencontres, de lectures, d'objectifs réalisés, tout ce qu'on veut. J'espère aussi que l'année 2024 s'est bien passée. Moi, c'était officiellement l'une des années les plus stressantes de ma vie. Mais c'est pas grave, on repart sur de bonnes bases. Et niveau lecture, par contre, ça c'était super bien. C'était une bonne année lecture. J'avais noté tous mes statistiques de lecture, mais je ne m'en souviens plus exactement. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai lu 80 livres. Je suis pas peu fière. En fait, fin décembre, j'ai essayé de lire plein de livres courts parce que je voulais arriver à un chiffre rond. Voilà, on s'amuse comme on peut dans la vie. J'ai lu pas mal de livres en anglais, j'ai lu pas mal de science-fiction, quelques essais, de la poésie. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que je me suis engagée dans de nouveaux genres cette année, la poésie et la science-fiction, et ça m'a fait très plaisir. Si jamais vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Ça me fait beaucoup de soutien et de chaleur dans le cœur, donc n'hésitez pas. Mettez aussi un petit j'aime et surtout en commentaire, dites-moi c'est quoi votre livre préféré de 2024. N'hésitez pas à me faire un top 10, un top 5, un top 3, mais le meilleur du meilleur du meilleur, je veux le savoir évidemment. Peut-être que j'en choisirai certains pour les lire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 10 2024. C'est vraiment les 10 meilleurs livres de l'année, mais j'ai eu quand même pas mal de coups de cœur en 2024 et donc je vous ferai d'autres vidéos où je parlerai d'autres livres que j'ai adorés. La semaine prochaine, normalement, je vous parle de livres que j'ai détestés, les flops les plus massacrants de mon année 2024. Et préparez-vous parce qu'il y a des trucs plutôt connus et il y a du lourd. La semaine d'après, normalement, je vous parlerai d'autres livres que j'ai adorés, mais qui sont pas dans le top 10. C'est des coups de cœur, mais pas dans le top 10. On commence avec l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett, que je voyais passer depuis un petit moment en anglais et que j'ai lu, je crois, assez rapidement. Je l'ai lu en février 2024 et c'était absolument incroyable comme lecture. C'est tout doux, c'est hyper réconfortant, c'est drôle. Je suis pas attirée en général par les livres qui parlent du petit peuple, de fées, d'elfes, etc. Mais alors celui-ci, incroyable. Et si vous pensez que ça va juste être tout doux, tout mignon, tout cosy, il y a quand même des moments où c'est un petit peu cruel et c'est parfait. On suit Emily Wilde qui travaille à Cambridge. Elle est dryadologue et elle tient un journal où elle parle de ses recherches parce qu'elle veut faire une encyclopédie sur le petit peuple. Elle part dans un village très froid, c'est parfait à lire en hiver, il y a de la neige, il fait froid, ça gèle. On fait un feu pour se réchauffer. Il y a un de ses collègues de Cambridge qu'elle trouve super agaçant qui va venir la rejoindre pour l'aider dans ses recherches. Évidemment, ils vont créer une relation qui est super choupie et en même temps ils vont découvrir des mythes et légendes sur le petit peuple dans la région. C'est une trilogie, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai lu Reine de l'Ouest de H. Lenoir qui a été publié chez Sarbacane. C'est un livre dont vous êtes le héros. Il est énorme, mais rassurez-vous tout de suite, c'est parce que vous n'êtes pas obligé de tout lire. Voilà, je pense que vous connaissez à peu près tous le concept des livres dont vous êtes le héros. Vous lisez un premier chapitre, et puis là vous avez un choix, vous allez à, je sais pas, le chapitre 5 si vous voulez manger des baies, ou le chapitre 26 si vous voulez tuer un loup. Hop, et vous faites votre histoire comme ça. Il y a tellement de scénarios, c'est trop bien. J'en ai fait bien la moitié, je pense, parce que c'était tellement bien, j'avais envie de tout faire. C'est drôle. H. Lenoir, elle est super drôle. C'est spicy, c'est vraiment très spicy. Quasi chaque scénario, il y a une manière de le faire de manière non spicy, si vous voulez pas, et il y a une manière spicy. C'est vraiment trop cool, c'est fun, c'est pétillant, c'est moderne. H. Lenoir, c'est vraiment l'une de mes découvertes coup de cœur de ces dernières années. Je pense que ça vous plaira si vous aimez les histoires dont vous êtes le héros, si vous aimez les JDR, si vous aimez les histoires historiques, puisque ça se passe à Boston dans les années 1800, quelque chose comme ça. Vous êtes une jeune femme et vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez devenir infirmière, maîtresse d'école, hors-la-loi, journaliste, etc., etc. Cette année, comme je vous le disais en intro, c'est aussi l'année où j'ai redécouvert la poésie grâce à deux de mes copines, notamment Amélie qui lit pas mal de poésie et qui en écrit. Je vous en ai parlé tout au long de l'année 2024, mais elle a sorti son recueil des mots magiques
Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de découvrir une jeune autrice et de lire la poésie, à lire Des mots magiques de Amélie Châtelain. Et Mylène, qui lit pas mal de poésie aussi et qui m'en a conseillé / offert quelques-uns. Vous allez les voir dans la liste dans 2 semaines. Lorsque j'ai été au Salon du Livre de Nancy en septembre de cette année, il y avait Clémentine Beauvais et j'ai lu Les Facétieuses d'elle il y a un moment que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fait dédicacer et je me suis dit c'est peut-être le moment d'en acheter un autre d'elle, d'en découvrir un autre. Il y en a tellement, je ne savais pas dans lequel me lancer, tout le monde m'en conseille un, puis l'autre, puis... Et finalement je me suis dit que j'allais demander à l'autrice elle-même et elle m'a conseillé Décomposer par rapport à ce que je lui avais dit que j'avais aimé dans Les Facétieuses et à ce que j'aimais en général. Décomposer, ça reprend un poème de Baudelaire où elle imagine, parce qu'en fait dans le poème de Baudelaire, Baudelaire se promène avec sa maîtresse je crois et il voit un truc gisant et mourant et pas bien beau sur le bas-côté et il lui dédie un poème. C'est gentil. Évidemment, c'est un poème qui est empreint de beaucoup de misogynie intégrée et donc Clémentine Beauvais, elle imagine ce qu'était la charogne, quel genre de vie elle a vécu et donc c'est très féministe comme texte. Ça parle d'une femme, ça parle de violence, ça parle de violence au sein de la famille, ça parle de violence patriarcale au sein du système, ça parle de revanche. C'est incroyable, j'ai trouvé ça bouleversant, il y en a plein que j'ai noté, j'ai surligné plein de trucs, j'ai mis des petits post-it, j'ai trouvé que c'était drôle, je trouve Clémentine Beauvais vraiment super drôle, beau, bien écrit et super intense à lire dans le sens où ça donne du pouvoir, ça donne envie de se lever et de se battre, ça donne envie d'écrire des trucs engagés. Je pense que vous pourriez aimer ça si vous aimez les textes engagés, si vous aimez les textes un peu crus et les vérités un peu dures à entendre et si vous n'avez pas peur d'être un peu malmené. En 2024, ça a été mon année de la réécriture. J'ai lu beaucoup de réécriture, j'ai découvert que j'adorais ça, je savais déjà que j'adorais ça, mais 2024 vraiment ça a été le moment où j'ai lu un max de réécriture. Il y en a certaines qui étaient très chouettes, il y en a certaines qui étaient bof, tranquilles, il y en a qui étaient nulles et il y en a qui étaient incroyables. Je vous parlais à l'instant de Décomposer de Clémentine Beauvais qui pour moi rentre carrément dans cet aspect-là de réécriture, réinterprétation, réexploration. Mais on a désormais 2 délicieux enfants de Flore Vesco. Flore Vesco, je pense que j'ai plus besoin de dire à quel point je l'adore. D'or et d'oreiller, l'année où il était sorti, c'était aussi retrouvé dans mes coups de cœur. Je crois que c'était 2021 2022, je ne sais plus, mais lecture incroyable. Elle est connue pour réécrire des contes et les reprendre à une sauce moderne, à une sauce féministe, à une sauce engagée. Et dans De délicieux enfants, c'est le conte des... Comment ça s'appelle encore? Le Petit Poucet? Oui, c'est Le Petit Poucet qu'on reprend. Super génial, c'est innovant, c'est drôle, c'est poignant, hyper touchant. Chaque personnage est tellement bien écrit qu'on les comprend tous, on les trouve tous super bien menés. Le côté presque politique, j'ai envie de dire, est super bien fait. Ça parle de grandir, d'adolescence, ça parle de menstruation. Le plot twist est incroyable. Je vous le recommande notamment si vous aimez les réécritures de contes, si vous aimez les textes engagés, si vous aimez les écritures plutôt poétiques, drôles et qui vous prennent un petit peu à rebours, qui vous facilitent pas forcément la tâche ou quoi. C'est ingénieux, c'est imaginatif, c'est drôle, c'est engagé, j'adore. Il y a un livre que j'ai découvert, c'était en fin d'année 2024, j'ai failli ne pas lui donner sa chance, je crois que je l'ai acheté et lu en vlog. Sur la liste se situe ensuite Le Familier de Lee Bardugo. Ici on suit une jeune fille, on est à Madrid dans les années 1400-1500 et on suit une jeune fille qui a des pouvoirs magiques, qui est au service d'une famille assez modeste de la classe bourgeoise et qui se fait pas forcément très bien traiter. Elle se fait repérer par la maîtresse de maison qui va se servir d'elle et de ses petits miracles. Ça va les conduire dans les sphères plus puissantes. C'est trop génial, les personnages sont super bien construits. Il y en a qu'on déteste et après on les adore, il y en a qu'on trouve super touchants et il y a une petite romance. Honnêtement, je pense que c'est ma romance préférée de 2024. Je lis pas beaucoup de romances. Le crush était instantané, était direct, était génial. Je pense que vous aimerez ce livre si vous aimez les livres dans lesquels il y a de la romance, les livres dans lesquels les personnages sont pas tout blancs ou tout noirs. Il y a des personnages qui sont un peu ambigus. Si vous aimez l'ambiance un peu historique d'un livre de fantasy et si vous aimez les livres dans lesquels il y a pas mal d'action, parce que franchement,
on s'ennuie pas. On s'ennuie vraiment pas. Et il n'y a rien qui fait Deus ex machina. Il y a plein de moments où je me disais « Oh, j'ai un peu la flemme que l'histoire se termine ». Et en fait, Libar d'Hugo, elle prenait complètement l'histoire à revers et je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer, mais en même temps ça faisait pas surfait, ça faisait pas étrange, ça faisait pas inventé de toutes pièces. C'était logique, c'était bien fait, c'était réfléchi, c'était bien écrit. Incroyable. J'avais pas trop accroché avec la série de La 9e maison de Libar d'Hugo. Ne me jetez pas de pierre, je sais, tout le monde adore. J'avais été un peu tatillonne à me lancer dans celui-là. Ça m'a sur-réconciliée avec l'autrice. Voilà, elle est plutôt belle l'édition. Vraiment, je suis assez contente de cet achat. Le livre suivant, il est pas facile. Il vient aborder une thématique qui est vraiment compliquée. Il y a des avis qui sont très mitigés sur internet concernant cette lecture. Autant il y a des gens qui ont adoré, autant il y a des gens qui ont détesté parce qu'ils ont trouvé que c'était vulgaire, mal fait, traumatisant pour rien. Moi, forcément, vous vous en doutez, vu qu'il est dans cette liste, j'ai adoré. C'est My Dark Vanessa de Kate Elizabeth Russell, qui est ici en anglais mais qui a été traduit, Ma sombre Vanessa. Trigger warning sur ce livre, il est super compliqué à lire. Ça parle de violence, ça parle de harcèlement, ça parle de relations toxiques, d'abus de pouvoir, d'agressions sexistes et sexuelles, de viol. C'est vraiment pas facile à lire. On est sur deux temporalités. On suit tout d'abord, je sais plus exactement, c'est en 2017 ou 2018, mais on suit une jeune fille, Vanessa, j'avais oublié son nom, il est littéralement dans le titre. Vanessa qui entend parler d'un scandale qu'il y a eu autour d'un professeur qu'elle avait au lycée, puisque une de ses anciennes élèves l'accuse d'agression. Ça vient un petit peu remuer la boue autour de ce professeur et de l'histoire. Et Vanessa, elle y croit pas du tout. Elle est très fermée, elle refuse d'entendre parler de cette histoire. Les gens viennent la contacter en lui disant « Je sais que t'as vécu des choses similaires, est-ce que tu veux pas en parler, ça aurait plus d'impact si t'en parlais aussi ?» Elle dit « Non, moi c'était pas ça, moi c'était une vraie histoire d'amour, vous pouvez pas comprendre. » Ensuite, elle a de nouveau des contacts avec ce prof, donc on comprend en fait qu'elle est toujours sous l'emprise de ce prof, qu'elle veut le défendre, qu'elle veut le protéger. Et ensuite, on est en 2002, je crois. 2000, 2001, 2002, bref, quelque chose comme ça. Et on suit Vanessa qui arrive au lycée, dans ce nouveau lycée, où elle rencontre ce prof et où il commence à créer une relation qui est pas très saine et qui est pas du tout normale pour un prof et une élève. C'est très intéressant parce que Vanessa, elle découvre en fait ce qui s'est passé, elle ouvre les yeux sur les trucs et je trouve que c'était trop bien fait. J'en ai parlé à fond dans un vlog parce que quand je venais de le lire, ça m'avait beaucoup marqué. Les relations comme ça, élèves, professeurs, relations abusives et tout, ça me parle beaucoup. J'ai jamais vécu ça, mais je sais pas, ça vient me parler, ça vient me toucher. Et je pense que j'avais besoin de lire ce livre. En plus, en 2024, j'ai écrit moi-même un projet d'écriture qui est une histoire vraie, qui parle d'une relation que j'ai vécue avec un garçon, qui était une relation qui était pas saine du tout, dans laquelle il y a aussi ce genre de contenu un peu nul. Et c'est pas du tout élève-professeur, mais en fait, je pense que les relations élève-professeur, elles viennent me parler parce qu'elles viennent parler de cet abus de pouvoir, de... Je sais pas, je suis en train de m'analyser, mais... En tout cas, j'ai trouvé que c'était génial. C'est super dur à lire, mais je trouve que c'est super bien fait. La manière dont parfois on a envie de secouer Vanessa et de lui dire « Mais rends-toi compte de ce qui se passe !» Ou d'un autre côté, on se dit « C'est normal, elle est dans le déni, elle se protège en fait. » C'est super normal comme réaction, c'est très très bien fait. Il y a même des moments où elle vient shame d'autres meufs qui ont vécu des choses comme ça en disant mais vous l'avez cherché et tout. Et on se dit « Mais c'est quoi cette meuf ? Enfin non !» Et en fait, si, c'est encore une fois, c'est une réaction tout à fait normale. D'ailleurs, je lisais un peu des commentaires négatifs de ce livre quand j'étais en train de le lire, et il y a plein de gens qui avaient des commentaires du genre c'est pas réaliste, c'est pas bien écrit, aucun prof se comporterait comme ça, c'est cringe, aucune personne qui a vécu des traumas se comporterait comme ça, c'est mal fait. Et en fait, si, c'est très bien fait. Je sais pas c'est quoi le vécu de ces gens, mais je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut pas comprendre sans avoir vécu cette situation ou des situations similaires. Tant qu'on comprend pas, tant qu'on n'a pas vécu ça, on se dit c'est irréaliste, personne ferait ça. On se dit ouais, une meuf qui a vécu ce genre de relation, elle va pas ensuite aller traiter les autres filles de salopes. Et pourtant si en fait, c'est une manière de se protéger. C'est 100% une manière de se protéger. Pareil, le fait de se remettre dans des situations dangereuses, c'est aussi une manière de se protéger parce que c'est une manière de dire là je reprends le contrôle. L'année dernière, je crois, j'avais lu Dear Medusa de Alexa Hackle, je crois, qui pareil tournait un peu dans des vibes similaires. Absolument coup de cœur. Attention tout de même, je pense que ce livre il est pas fait pour tout le monde. Si vous êtes un peu sensible, que vous ayez vécu quelque chose de similaire ou non, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, faites attention parce que il m'a quand même mis mal, hein. Il m'a mis super mal ce livre. Il était trop bien mais il m'a mis mal, donc faites attention à ça. Si vous aimez
les histoires sombres, les histoires qui rappellent que la vie elle est vraiment naze. Si vous aimez les trucs un peu psychologiques, si vous aimez lire des livres injustes, de fou, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Le 4e livre de ce top, c'est Yellowface de R.F. Kuang. Et alors là, c'était très surprenant. La couverture, je la trouve absolument fascinante. Je ne me lasse pas de la regarder, vraiment. Yellowface, je pense que vous l'avez vu passer partout. R.F. Kuang, vous avez dû la voir passer partout. D'ailleurs, ici, c'est Rebecca F. Kuang. Je crois qu'elle se fait appeler R.F. Kuang quand elle écrit plus de la fantasy, si je dis pas de bêtises. C'est l'autrice qui a écrit La guerre du pavot. Alors, en France, je crois qu'on a eu que le tome 1, mais du coup, les 3 tomes sont sortis en anglais, de Poppy War. Elle a aussi écrit Babel, le fameux, l'espèce de grosse bricasse Dark Academia qui passe partout, qui a un succès monstre. Et du coup, celui-ci. Moi, j'avais pas aimé le premier tome de La guerre du pavot. J'avais pas été prise dans l'histoire, dans la manière dont c'était écrit, Il y avait une vibe qui était très prenante, hein. Franchement, l'ambiance était super cool. Je pense qu'il y a un truc qui aurait pu vraiment me plaire. Mais dans le fond, j'avais eu du mal à accrocher. Donc ensuite, quand j'ai vu Yellowface, je me suis dit, je sais pas si c'est pour moi, cette autrice, je ne sais pas. Incroyable. J'ai été bluffée, j'ai trouvé ça génialissime. Ce livre m'a... Là, on arrive vraiment dans le top du top du top du top. Ça va être dur d'en parler sans faire des gestuels comme ça. Pour vous raconter l'histoire, on suit une femme, je ne me souviens plus de son nom, une femme blanche qui a été à Yale, je crois, et qui écrit des bouquins. Et une de ses amies écrivaines, c'est une femme racisée d'origine asiatique. Et elles ont toutes les deux fait les mêmes études, elles ont toutes les deux commencé à écrire, je crois, à peu près au même moment. Sauf que le livre de la femme blanche, pas de succès, ça tombe dans l'oubli, elle galère de ouf. En revanche, son amie qui du coup est racisée, alors elle c'est le succès, elle en est à son je sais plus combienième livre, elle est en train de préparer une adaptation, enfin voilà, c'est incroyable, ça marche super bien pour elle. Notre personnage principal, elle a un peu la rage, elle est pas contente et elle se dit ouais c'est parce que en ce moment on est dans une société un peu woke et du coup on laisse plus parler les blancs, les histoires de blancs ça intéresse plus personne, c'est sûr que c'est parce qu'elle est racisée en fait. Un peu... On n'est pas vraiment d'accord avec ce qu'elle raconte, peut-être que juste tu racontes de la merde, mais c'est super intéressant parce que le personnage principal est trop bien écrit je trouve. Il y a des moments où on la déteste tellement, genre elle est insupportable, elle raconte des bêtises pas possibles, mais c'est tout à fait réaliste je trouve, c'est tout à fait bien écrit parce que franchement des gens qui racontent ce genre de conneries, il y en a plein partout. Vous faites un tour sur Facebook, vous en avez vu au moins 10, 15, 20. Enfin, moi, je lis les commentaires de certaines publications. C'est bon, j'en ai vu plein des gens comme ça. Donc, c'est réaliste, ça existe, c'est terrible. Et d'un autre côté, pendant tout le livre, on la déteste et on va se demander c'est quoi son prochain move? Qu'est-ce qu'elle va faire après? Et quand est-ce que ça va lui retomber sur le coin de la tronche? Et donc au tout début du livre, elles finissent la soirée super tard, elles rigolent, elles mangent des pancakes. Son amie du coup s'étouffe et meurt. Mais avant de s'étouffer et de mourir, elle lui parle de son dernier projet d'écriture qu'elle a terminé. Personne n'en a entendu parler parce qu'elle est très secrète sur ses projets d'écriture, mais elle vient juste de l'achever. Il reste peut-être 2 ou 3 pages à écrire, 2 ou 3 trucs à corriger, mais on y est. Et c'est un livre qui parle d'un événement historique de la Chine, donc c'est un livre qui est assez politique et historique et ancré dans un certain contexte colonial et... Avant d'appeler les secours, notre personnage principal, elle va faire un move un peu craignos. Elle va prendre le roman. Et quelques temps après, elle commence à retravailler sur le roman de sa pote, en se disant je fais ça pour elle, je fais ça pour sa mémoire, elle aurait voulu qu'on fasse ça, elle envoie un éditeur. Et là c'est le succès incroyable et du coup tout le monde est en mode « Oh vous avez écrit un truc trop génial sur la Chine des années tant, mais c'est quoi votre point de vue et en quoi vous êtes légitime à écrire sur la Chine ?» Et il y a des gens qui commencent la shame parce que du coup elle écrit sur quelque chose qui la concerne pas du tout. Donc elle est super énervée, elle est en mode mais qu'est-ce qu'ils veulent tous, j'écris sur ce que je veux, faut arrêter, ça c'est pas un sujet que pour les blancs, ça c'est pas un sujet que pour les gens racisés, blablabla, bref. Elle est en train de faire sa petite haine dans son coin là, et elle fait move débile sur move débile, et c'est fascinant, c'est super bien écrit, c'est addictif. Il y a plein de réflexions très intéressantes sur la politique, sur la place des personnes racisées dans le milieu de l'édition, dans le milieu de l'écriture, sur aussi qu'est-ce qu'un éditeur publie, à quel moment, est-ce que c'est toujours des choix qui sont engagés ou est-ce que c'est des choix qui sont marketing. On arrive dans le top 3.
l'unique, la seule, Christelle Dabos nous a sorti un nouveau livre cette année. Et donc forcément je l'ai acheté, en plus je l'ai acheté dans sa jolie édition collector parce qu'en 2024 j'ai décidé que j'achetais certes moins de livres parce que j'ai plus de thunes, mais quand j'achète des livres je me fais plaisir. Nous c'est donc un livre de science-fiction, on est dans une société où chacun a un instinct et son instinct est supposé aider le nous. Donc le nous c'est la communauté en gros. Et l'instinct ça peut être, je sais pas, vous avez l'instinct d'ouvrir les portes, et ben vous serez portier. Vous avez l'instinct de soigner les gens, vous serez docteur. Vous avez l'instinct de faire du café, vous serez barista. Il y a des petits instincts et des grands instincts, mais dans l'espèce de loi qu'ils ont tous, une espèce de règle qui dicte leur conduite, c'est écrit qu'il n'y a pas de petits instincts. Tous les instincts sont égaux et tous les instincts sont au service du nous en théorie. On suit deux personnes, Goliath qui a l'instinct de protection et donc il est à l'institut de, je sais plus comment ils appellent ça, l'institut du protectorat je crois. Il veut devenir policier en gros mais il a des grandes ambitions. Parce que à chaque vie que vous sauvez grâce à votre instinct, vous devenez de plus en plus haut dans une hiérarchie sainte. Par exemple si vous sauvez 10 vies, vous êtes vertueux je crois et le max du max c'est genre Messie, là c'est quand vous savez sauver des milliers de vies. Il y a des instincts qui ne peuvent pas sauver de vie. À l'inverse, médecin ou ingénieur ou quoi, là c'est en général des gens qui sauvent beaucoup de vies parce qu'ils ont des idées, ils créent des choses, etc. Ils sauvent des gens littéralement. Donc en soi, c'est une société qui se veut très égalitaire mais qui ne l'est pas du tout puisque tout le monde n'a pas les mêmes chances d'entrée de jeu dans la vie. Donc je trouve déjà que c'est trop bien parce que ça parle de la méritocratie et ça parle de notre société qui croit qu'elle donne les mêmes chances à tout le monde mais pas du tout. On suit Claire qui, elle, est à l'école de la confidence je crois, où en gros leur rôle aux confidences c'est d'écouter les autres se plaindre et de recueillir les requêtes. Sauf que assez rapidement dans l'histoire, ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qui disparaissent. Goliath, comme il veut sauver un max de vie pour monter dans la hiérarchie des saints, il va essayer de résoudre l'enquête et Claire, elle se sent fondamentalement investie pour des raisons que je ne citerai pas mais qui sont incroyables. C'est trop bien! La partie enquête dont je vous parle, c'est vraiment genre le début du livre et après il se passe tellement d'autres choses, c'est incroyable. Genre ça aurait pu être 2 ou 3 tomes, mais tout est en un livre. J'ai adoré le système, l'univers qu'elle a créé Christelle Dabos. Je trouve qu'elle a tellement d'imagination, c'est incroyable. Les relations qu'elle crée entre les personnages, que ce soit des relations fraternelles, amicales ou amoureuses, je trouve qu'elle les crée toujours de manière hyper chaleureuse, émotionnelle, et en même temps drôle et spontané. Ça vous plaira si vous aimez les écritures, les proses un petit peu originales, drôles et qui jouent sur les mots. Mais alors là, il faut que vous aimiez que ça joue sur les mots à fond. Si vous aimez les constructions de relations qui prennent du temps, mais qui en valent vraiment 100% le coup. Et si vous aimez les trucs bien addictifs, bien plot twist, avec chaque fin de chapitre qui est tellement addictive, tellement page-turner, cliffhanger, tous les anglicismes que vous voulez, que vous n'arrivez pas à lâcher le livre. Cette année, j'ai découvert Digli. Non mais il est jamais trop tard. Ce livre, c'est un cadeau d'anniversaire d'une de mes meilleures amies, Mylène, et donc elle m'a offert ce livre parce qu'elle me connaît très bien, parce qu'on est faites pour être amies sur cette terre, c'est comme ça. Ressac de Digli, elle décide suite à la mort de son beau-père, qui avait carrément un rôle paternel pour elle, elle décide d'aller prendre une semaine de retraite dans un monastère pour se concentrer sur elle-même, sur l'écriture et tout. Et donc c'est une semaine qui lui permet de pas mal penser, de pas mal réfléchir à elle, à son rapport aux autres, d'apprendre à connaître les gens qui sont autour d'elle dans le monastère. C'est un livre que Cornelius avait adoré il y a peut-être 2 ans je crois. Au début je m'étais dit oh je sais pas si ça me parle et tout. C'est trop génial, vraiment Digli c'est trop une meuf, j'ai envie d'être sa meilleure pote, elle a l'air trop cool. J'adore sa manière d'écrire, je trouve qu'elle écrit super bien, c'est très onirique, doux et en même temps ça reste accessible je trouve. En un si petit livre, elle arrive à aborder plein de choses, des réflexions super intéressantes. Ça m'a trop donné envie d'aller moi aussi 5 jours là, faire une retraite, plus parler à personne, éteindre mon téléphone et tout. Je pense que vous aimerez si vous aimez les choses un peu calmes, qui prennent leur temps, où il n'y a pas forcément d'intrigue de fou, mais au fil de l'eau, au fil des mots, on réfléchit, on voit là où les choses nous emportent. Si vous aimez aussi les histoires de sororité, les histoires de rencontres entre femmes, il est temps mes amis, il est temps de vous parler de ma lecture préférée de 2024. C'est un livre que j'avais déjà essayé de lire
en 2020 je pense, ou 2021, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti en français. En tout cas, l'année où il est sorti en français, j'ai essayé de le lire. J'ai pas du tout accroché parce qu'en fait j'arrivais pas à comprendre. Faut dire qu'à ce moment-là, je lisais très peu de science-fiction et j'étais dans un rapport à l'hétérosexualité et l'homosexualité et tout qui était trop bizarre. Pendant 4 ans et demi, de 2014 à 2018, je suis sortie avec un type, bon voilà, bof, et c'était une relation qui était pas saine, et il avait plein d'idées sur tout, qui était nul à chier. Sauf qu'il me faisait me sentir comme une merde. Bref, petit à petit, je commençais à plus savoir quelles pensées venaient de moi, quelles pensées venaient de lui. Mes pensées à moi, elles avaient toujours l'air d'avoir moins de valeur. Je me sentais très rabaissée, etc. Mais d'un autre côté, je pensais que personne d'autre m'aimerait. Bref, je vais pas vous expliquer comment fonctionne une relation toxique, vous avez qu'à regarder sur internet. En tout cas, à la fin de cette relation, je commençais à avoir des mécanismes de pensée qui étaient similaires aux siens. C'était un homme qui était, et qui est toujours, je pense, aux dernières nouvelles, sexiste, raciste, transphobe. Et c'était très intégré en lui, et je pense que foncièrement il est pas méchant, mais il avait toutes ces choses qui étaient intégrées et je pense qu'il en souffrait beaucoup aussi. Je suis sortie de cette relation en ayant des biais cognitifs qui n'étaient pas les miens. J'ai réussi à en débunker la plupart assez vite et d'autres j'ai eu plus de mal, notamment tout ce qui touchait à la sexualité, la transidentité ou quoi. Et ça m'a pris du temps et aujourd'hui je pense que je suis une alliée autant de qualité que possible et je continue à me documenter tout le temps et tout. Et depuis je me suis posé beaucoup de questions sur le genre et en plus de m'être posé beaucoup de questions sur le genre, je me suis posé beaucoup de questions sur la sexualité, est-ce que j'étais vraiment hétéro, etc. 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 Et c'était une épopée assez intéressante ma foi. Et c'est drôle ce moment où tu découvres que ce que t'as cru être pendant longtemps, en fait c'était pour te protéger parce que t'avais même pas le choix d'être autre chose. Donc trop drôle, donc trop bien, donc trop bizarre. Bref, se redécouvrir, apprendre à s'aimer, apprendre à savoir qui on est, c'est la meilleure chose qui puisse arriver sur Terre. Vraiment, n'hésitez pas à vous poser plein de questions, à vous demander est-ce que ça que j'aime ou que je pense, ça vient de moi? Ou ça vient de mes parents? Ou ça vient de telle personne avec qui j'ai été? Et il y a des choses, c'est trop cool que nos parents nous les aient léguées, que des copines nous les aient transmises ou quoi. C'est trop génial et il y a tellement de choses qui viennent d'autres personnes, je veux dire, on est des éponges. Mais il y a des choses, c'est pas nous, on n'est pas du tout en accord avec ça. Bref, tout ça pour dire qu'en 2024, ça a été aussi l'année où je me suis posé beaucoup de questions sur moi, sur qui j'étais, sur mon identité et j'ai découvert notamment, voilà, incroyable, que en fait j'étais bi. Je suis trop émue. Ça change rien du tout à ma vie, mais j'ai l'impression d'être enfin moi-même et ça fait trop du bien. Je reviens sur certains souvenirs, sur certaines phrases qu'on m'a dites ou que j'ai dites ou quoi, en me disant ça fait sens maintenant. Et donc, il y a aussi eu une grosse redécouverte de films avec des personnages lesbiens, de films avec des personnages bi, de séries et notamment de livres. Bref, je vous ai introduit le côté science-fiction et le côté lesbien. Est-ce que vous avez deviné que je parlais des Oiseaux du Temps de Amar El-Mottar et Max Gladstone? Je pense qu'on peut remarquer que j'ai aimé grâce à ces 3 milliards de post-it. J'ai décidé en 2024 de redonner une chance à ce livre que j'avais déjà essayé de lire à une époque où je lisais pas trop de science-fiction et où j'étais très fermée sur les histoires qui n'étaient pas hétérosexuelles parce que je me disais non, ça ne me concerne pas, j'ai pas envie de lire ça. T'as pas envie de lire ça parce que t'as pas envie de te poser des questions sur toi-même en fait. J'ai vu plein de gens, je sais pas pourquoi, en 2023 et 2024, ce livre il a popé à nouveau, genre tout le monde en a reparlé alors qu'il était sorti il y a quand même quelques années en arrière. Mais du coup c'est trop bien parce que ça m'a permis de me reposer des questions et de me dire quand même, ça pourrait me plaire comme livre. Et je lui ai donné sa chance et en fait ce livre est super étrange, trop bizarre mais trop bien. C'est de la science-fiction et on suit 2 agents, Rouge et Bleu, qui travaillent toutes les deux pour des agences. Donc Bleu elle travaille pour le jardin et Rouge pour l'agence. Et c'est des espèces d'agences temporelles qui font la guerre sur un plan spatio-temporel, dimensionnel, tout ça. Et chacune elles essaient de se tirer un peu dans les pattes, de se tirer des bâtons dans les pattes, de se tirer dans les pattes ou de se mettre des bâtons dans les roues pour que l'agence ou le jardin gagne au final la guerre. Parce qu'en français ça s'appelle les Oiseaux du Temps, mais en anglais ça s'appelle This is how you lose the time war. Donc c'est comme ça que tu perds la guerre temporelle. Parce que tout ça c'est une histoire de guerre temporelle. Et en gros, chaque chapitre c'est un point de vue alterné, un coup on suit Rouge, un coup on suit Bleu, où elles essayent chacune leur tour de casser les plans de l'autre. Il faut pas se poser de questions sur où on est géographiquement, dans le temps où on est, ça n'a pas d'intérêt parce que chaque chapitre se passe dans un endroit et un temps différent, on n'y reviendra jamais. En fait ce qui est intéressant c'est la relation qui se développe entre elles, leur
développement à elle par rapport à elle-même. C'est un roman épistolaire puisque Bleu décide de laisser un message à Rouge et petit à petit elle décide de se laisser des messages. C'est des ennemis puisque du coup elle travaille pour deux agences opposées. Sauf que petit à petit elles vont se rendre compte qu'elles ont pas mal en commun. J'ai surligné tellement de passages que je trouve mimes. Vraiment c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai lue de toute ma vie. C'est trop bien écrit. Ça m'a bouleversée du début à la fin, c'est trop bien. Même le côté science-fiction, le côté voyage dans le temps et tout, m'a trop plu. En fait, une fois que tu comprends que faut pas se prendre la tête, parce que c'est pour ça aussi que la première fois que je l'ai lu, j'ai pas accroché, c'est que j'arrivais pas à comprendre où on était, qu'est-ce qu'on faisait. J'ai vu une vidéo de Book Léo, je sais jamais son nom, mais j'adore cette youtubeuse. Elle est néerlandaise et elle fait des vidéos en anglais sur des bouquins, elle est trop géniale. Et elle expliquait qu'en fait, faut pas chercher à comprendre. Il faut juste lire et voir comme ça vient, et il n'y a pas besoin de savoir où on est, ce qu'on fait, etc. Et à partir de ce moment-là, l'histoire m'a paru tellement plus simple, tellement plus agréable. Franchement, je suis obsédée par ce livre. Ça m'a donné envie de lire plus de science-fiction, ça m'a donné envie de lire plus d'histoires lesbiennes. Je pense que ce livre vous plaira si vous aimez les écritures oniriques, sensuelles, poétiques, si vous aimez les histoires d'amour qui prennent leur temps et qui sont un peu compliquées, si vous aimez forcément les voyages dans le temps. Par contre, ça risque aussi de pas vous plaire si c'est pas trop votre truc, les histoires un peu compliquées, les trucs où vous n'arrivez pas à comprendre où on est, ce qu'on fait, ce qui se passe. Mais sinon, trop génial, s'il vous plaît. Lisez ce livre, il est trop génial. Je sais que j'arrive 600 piges après la guerre, mais my god, c'est trop génial. Je sais pas pourquoi ce livre a pas plus de succès, il est trop génial. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, mes 10 coups de cœur de l'année 2024. À la fin, j'arrivais plus trop à m'exprimer, mais parce que c'est dur de s'exprimer sur ses livres préférés. Ça a été une année vraiment riche en bonnes lectures, riche en découvertes de nouveaux genres, de nouveaux auteurs, de petites pépites, de rencontres d'auteurs même, de rencontres de nouveaux genres, de découvertes sur moi-même au travers de lectures. Je vous souhaite de très belles lectures, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.